vamos Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine en gatilla, chuta, Décidément, ce générique me fait toujours des frissons. Et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Esprit Madridista. Un épisode qui va être avec pas mal de soulagement. Avec Johan des Libéraux, qui est toujours à mes côtés. Salut Johan. Hola a todos. Et aussi avec Jérémy de la page Passion Madrid France sur Twitter, qui nous rejoint et qui nous fait l'amitié de venir sur cet épisode. Salut Jérémy. Salut J-Christ, salut Johan. Salut Jérémy. Et oui, tu es justement donc le représentant de la page Passion Madrid France sur Twitter, et qui regroupe à peu près 24 000, c'est ça, 400 abonnés c'est ça, à peu près ça, oui. À date d'enregistrement. Et qui est une des pages francophones sur le Real Madrid. En tout cas, mais déjà, qui a été aussi l'une des premières qui nous ont fait confiance justement par rapport à ce projet de podcast que nous avons et que nous vous proposons aujourd'hui. Et déjà, merci beaucoup de cette confiance que tu nous apportes. Et on espère aussi que quand même tu as un regard madrilène qui est assez vif et acéré, et qu'on aura de très belles discussions au cours de cet épisode et d'autres épisodes plus tard. Tout d'abord, merci à vous de m'intégrer dans votre aventure. C'est vrai que j'ai souhaité participer avec vous parce que vous faisiez déjà du très bon travail avec vos autres podcasts. Donc, me proposer ce projet était vraiment un honneur. Donc, j'ai accepté de vous suivre dans cette aventure. C'est vraiment un plaisir de pouvoir intervenir avec vous aujourd'hui. Mais en plus, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet, puisque on était, on va dire, un petit peu stressé avec Johan sur la première mission, parce que on était déjà l'adrénaline d'un premier podcast, et surtout parce qu'il y avait les premiers matchs de la reprise de la Liga du Real, et contre Eibar et contre Valence, disons que le calendrier semblait être favorable, mais il fallait garder ces 6 points, prendre ces 6 points pour espérer être toujours dans la course pour la Liga. Donc Johan, c'est vrai que quand on voit le score 3-1 contre Eibar et 3-0 contre Valence, on est plutôt soulagé aujourd'hui. Ouais, on est plutôt soulagé. Comme on l'a évoqué lors du podcast précédent, c'est vrai qu'il y a pas mal d'incertitudes, pas mal d'interrogations, et on peut dire que, au vu justement aussi de la confrontation à distance avec le Barça, on peut dire que pour le moment le contrat est rempli pour les 2 premiers matchs. Et de toute façon, on évoquera tout à l'heure, avec plus de précision, les 2 matchs qu'on a suivis, mais on est content à ce niveau-là. 6 points, 3 buts à chaque match. Je pense que les clignotants semblent au vert, selon peut-être pour toi, Jérémy. Ah oui, bien sûr, oui. Comme le dit Johan, le contrat est rempli. Le Barça nous impose un rythme assez difficile, 2 victoires lors des 2 premiers matchs post-confinement. Donc le Real se devait de prendre ces 6 points pour rester dans la course pour le titre de Liga. Donc oui, globalement, le contrat est rempli. Mais après, franchement, on va se dire la vérité en termes de contenu. Vous en avez pensé quoi ? Je sais que Johan, c'est toujours quelqu'un qui a toujours à redire par rapport aux performances du Real. Quand tu vois, par exemple, ce qui s'est passé lors de la deuxième mi-temps contre Eibar dimanche, et ce qui s'est passé lors de la première mi-temps contre Valence ce jeudi, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque ? Bon, on va dire que, premièrement, on va dire que je suis quand même content qu'il y ait les 2 victoires, mais il est clair que ce soit la deuxième mi-temps contre Eibar et la première mi-temps contre Valence, ça a confirmé les craintes que j'avais à ce niveau-là. On tâtonne beaucoup. Je pense que notre coach tâtonne beaucoup tactiquement. Donc, je suis un peu, j'étais plus ou moins déçu dans le contenu. Et heureusement qu'il y a les 2 victoires, parce que franchement, j'ai été très déçu. J'étais très déçu, même si c'est vrai que la première mi-temps face à Eibar et la deuxième mi-temps à Valence, justement, la deuxième mi-temps à Valence m'a vraiment, on va dire, m'a réconforté à ce niveau-là.
Après, voilà, je dis très déçu parce que je suis très, très exigeant avec mon club de cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai été très déçu des mi-temps qu'on vient d'évoquer là. Johan, toujours très dur, avec ceux qu'il aime, mais là encore très 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 dur. Parce que là, tu voulais qu'il se passe quoi, qu'on gagne 5-0? Non, pas qu'on gagne 5-0, mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas progressé en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas progressé. J'ai l'impression que il y a toujours ces petits, c'est pas assez fluide en fait. C'est pas assez fluide dans le jeu. C'est pas assez fluide dans le jeu et ça me déçoit. Comme j'ai dit, ça me déçoit quand on voit l'équipe que l'on a. Après, oui, voilà, ce sont des matchs de reprise. Mais là, les matchs que j'ai vus contre Eibar et Valence, j'ai vu les mêmes au début de cette saison quand le Real gagnait. Donc c'est ça qui m'a un peu gêné quoi, à ce niveau-là. D'autant plus que voilà, devant nous, il y a un Barça qui n'est pas extraordinaire non plus. Donc moi, en fait, je veux que même psychologiquement, qu'on montre qu'on est capable justement de faire peur en fait au Barça. Et ça, malheureusement, j'arrive pas à avoir ce sentiment-là quand je vois les matchs du Real actuellement. Enfin, quand je vois les 2 derniers matchs du Real surtout. Mais ton impression générale, Jérémy, donc est-ce que c'est surtout de se dire que sur le contenu, il faut être plus régulier sur 90 minutes, ou c'est se dire que le résultat est là et qu'il y aura des moments clés dans la saison où il faudra montrer les muscles et le Real sera là à ce moment-là? Moi, je suis assez d'accord avec Johan parce qu'en fait, on va dire les résultats, le contrat est rempli, mais en termes de contenu, en tant que supporter du Real Madrid, on veut que le contenu soit lié au résultat, qu'il y ait du spectacle et qu'on prenne du plaisir. Et on constate, à l'image de toute cette saison, que le Real Madrid a du mal à tenir sur 90 minutes, d'imposer après c'est normal, mais d'imposer un pressing à l'adversaire et de faire peur à cet adversaire. Parce qu'on constate que le Real Madrid ne fait plus peur. Chaque équipe qui affronte le Real Madrid, surtout cette saison, a l'impression de pouvoir, dès le début, repartir avec les 3 points, alors qu'avant, dès le début du match, l'équipe adverse se disait... on part avec un but en moins, quoi. Donc là, oui, je suis assez mitigé, on va dire, sur... On a l'impression que les équipes, elles ont leur chance, en fait. On a l'impression que dans leur tête, ils se disent qu'on a notre chance. Et ça me rend fou, en fait. Oui, parce qu'on est le Real Madrid. Oui, mais là, je partage, on va dire, un petit peu cet avis que vous avez, parce que quand on voit les statistiques du match, même si contre Valence, ça a été un peu moins le cas, en termes de tir, Valence a très peu tiré, comparé à Eibar, qui a eu pas mal de situations de jeu, et le Real a été très réaliste sur cette première rencontre, avec on va dire un 11 que tout le monde connaît, qui a été assez classique, mis à part Rodrigo, qui était côté droit. Là, c'est vrai que Eibar a eu pas mal d'occasions. Valence a eu des situations de jeu en première période. Enfin, voilà, non, en deuxième période, et aussi en première période, dans cette rencontre, avec un Real qui a très peu tiré. Mais moi, justement, quand je regarde le match et quand je regarde le contenu, c'est vrai que je suis un peu mitigé parce que je ne sais pas si Zidane a trouvé la bonne formule, parce qu'il a voulu garder le 4-3-3 que tout le monde connaît lors du premier match, qui a fonctionné sur la première mi-temps parce qu'il y a eu des erreurs individuelles de la part des joueurs d'Eibar. Et après, sur le match contre Valence, le 4-4-2 n'a pas répondu aux attentes, notamment avec le retour de Valverde en tant qu'ailier excentré. Oui, mais ça, c'est... Honnêtement, franchement, là, je me sentais résigné, mais les mots me manquent, en fait, par rapport à ça. Honnêtement, je suis content parce qu'on a gagné, mais pour en revenir au match de Valence, le but hors jeu quand Rodrigo a marqué, honnêtement, mon visage s'est décomposé. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Heureusement qu'il était hors jeu. Mais tu sais, Johan, que maintenant, avec le VAR ou la VAR, maintenant, quand il y a un but, moi, pendant 2-3 minutes, tant que j'ai pas vu l'engagement, je n'ai plus d'émotion. Donc, c'est-à-dire qu'au début, tu vois, j'ai toujours cet instinct de me dire, voilà, j'ai envie de m'énerver parce que voilà, je sais qui a fait l'erreur, faire leur Mendy, pourquoi t'as couvert et tout. Mais maintenant, avec le VAR, en plus, ça se joue à des millimètres, etc. Voilà, maintenant, tu peux plus faire d'analyse. Même, j'imagine pour toi, Jérémy, quand tu es sur les réseaux sociaux, vous dites qu'il y a but. Tu te dis que voilà, là tu commences à faire une analyse de la première partie de rencontre qui semble être cohérente par rapport à ce qu'on vient de voir. Et après, tu vois qu'il y a pas de but. Et en fait, c'est un autre match qui commence. Donc, comment tu vis ça, même quand tu animes une page sur les réseaux sociaux comme la tienne? C'est assez compliqué. Rien qu'hier soir, si on prend l'exemple du but de Rodrigo,
tout de suite, moi j'étais dépité sur le moment parce que j'ai pas forcément revu le ralenti, donc j'ai directement publié pour annoncer le but. Après, une fois que j'ai vu le ralenti, je me suis dit ah là il est hors jeu, c'est sûr et certain. Et finalement après, bien sûr la VAR nous a conforté dans cette décision, mais c'est vrai que c'est là, nous en tant que gestionnaire de page, on est obligé d'être dans directement l'instantanéité des publications. Donc c'est vrai que des fois on est un peu on peut avoir un peu les fesses entre les deux chaises. On ne sait pas s'il y a but ou pas but, ou même quand c'est un but du Real Madrid, on se dit peut-être il va être annulé. Donc oui, Mais en plus, c'est compliqué. C'est assez compliqué. En plus, voilà, on se dit toujours, oui, les polémiques d'arbitrage. Il y a eu le premier but. Est-ce qu'il y avait hors-jeu sur Benzema sur le premier but? Après, ce qui répondait aussi à l'action de Messi, est-ce qu'il y avait penalty contre les Leganés de l'autre côté, avec cette petite guéguerre, etc. Mais maintenant, revenons aussi sur l'animation de jeu du Real. Mais je ne sais pas pour vous, mais cette équipe du Real qui joue dans les pieds et qui n'arrive pas à chercher à trouver de la vitesse dans les décalages, en tout cas sur une grande partie des rencontres, moi c'est quelque chose qui commence à m'agacer parce qu'on a l'impression qu'on est une équipe de football de possession, mais de possession stérile. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, là, on est en train de jouer comme comme vous voyez la période où le Barça avait la possession du ballon, mais se faisait tout le temps taper par l'Atlético, par exemple. Je ne sais pas si vous avez. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. On a la balle pour avoir la balle. Il n'y a aucune verticalité dans le jeu, etc. Et ça me rend fou. Ça me rend fou parce que c'est bien beau la possession de balle, c'est bien beau de garder la balle, etc. Faire courir l'adversaire. Mais si on n'arrive pas justement à placer justement ces attaques placées justement, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et ce qui est différent justement, bon après je me réfère au Real le Real victorieux. Ce qui diffère, c'est que le Real victorieux, des fois, n'a même pas besoin d'avoir la possession de balle pour être dangereux. En 2-3 contre-attaques, c'était réglé en fait. Et ça manque comme j'ai dit, le problème c'est que ça manque de verticalité dans le jeu et on veut jouer en fait un football qui n'est pas le nôtre en fait, qui n'est pas le nôtre, qui n'a jamais été le nôtre et qui sera jamais le nôtre. Et ça c'est regrettable, mais bon, je m'arrête là parce que sinon je vais vriller. Non, tu vas vriller, mais t'inquiète pas, tu auras l'occasion de vriller sur l'animation du jeu offensif tout à l'heure, notamment qu'on va parler des choix de Zidane. Mais après, il y a aussi des satisfactions. On va pas commencer à s'apitoyer sur notre sort. Mais par exemple, par exemple, Toni Kroos, moi je l'ai trouvé plutôt très bon sur les 2 matchs, en tout cas assez volontaire dans son jeu de passe. J'ai trouvé aussi, par exemple, un joueur comme j'allais dire Ferland Mendy, qui franchement était un peu dissipé défensivement quand il est rentré en jeu. Mais c'est vrai qu'il était latéral lors du match de dimanche dernier, et là il est revenu à son poste sur des erreurs de placement qui ont failli nous coûter un but jeudi. Mais sur la deuxième période, vous avez vu, il a essayé de créer du mouvement, de faire du dépassement de fonction, et il a apporté pas mal de solutions, notamment à son ailier qui est Eden Hazard, qui lui, même s'il a fait 2 passes décisives, Jérémy, je le sens pas encore affûté, prêt à faire des différences en 1 contre 1. Ah non, oui, clairement Eden Hazard, il n'est pas encore on va dire à 100%. Là, il vient de reprendre les 2 derniers matchs. Bon, ça fait 2 passes décisives sur les 2 derniers matchs, mais on voit que en termes de prise de risque, c'est pas le Eden Hazard de Chelsea. Et je sais pas si on pourra retrouver l'Eden Hazard de Chelsea cette saison, parce qu'en général, on sait qu'il a du mal les premières saisons. Mais c'est vrai que bon, après, dans le 2 passes décisives, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que pour ce que l'on connaît d'Eden Hazard, c'est vrai que c'est un peu décevant, on va dire entre guillemets, les 2 derniers matchs. On aimerait en avoir, on aimerait qu'il fasse plus. Oui, bien sûr, on aimerait qu'il fasse plus. Et celui qui fait déjà plus pour un retour de blessure, c'est Marco Asensio, qui a été notre rayon de soleil dans une nuit étoilée qui a été vraiment magique pour nous de le voir au bout de 31 secondes marquer un but après quasiment 1 an de blessure. Johan, franchement, toi qui es le rabat-joie de l'équipe, voilà, je pense que quand tu as vu Asensio marquer... il chipote, mais là, sur Asensio, est-ce que il y a de quoi chipoter? J'étais tellement content pour lui, parce que Asensio, je pense que la plupart des supporters du Real ont eu ce sentiment-là, c'est que Asensio, on l'a vu débarquer de nulle part.
quand il est arrivé au Real. Et ses entrées, notamment lors de la campagne de Ligue des Champions 2016-2017, elles ont presque souvent été toujours décisives en fait. Et c'est ça qui a fait que Asensio, on a une affection particulière pour ce joueur parce qu'il nous a rarement déçus. Et déjà, le voir blessé au début de saison, d'autant plus qu'au début de saison, on nous disait quand même qu'Asensio avait fait une très grosse préparation, il était très en forme, mais il y a eu cette blessure-là. Ne pas le voir au début de saison, c'était quand même, on va dire, c'était quand même chagrinant un petit peu à ce niveau-là. Mais là, le voir de retour, même pas une trentaine de secondes après, il met son premier but. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est sa célébration, où il montre qu'il sourit en fait. Et c'est ça que j'ai adoré chez Asensio. Et je suis très très content de son retour. Et j'espère vraiment qu'il va être ce plus que j'attends de la part du Real Madrid du point de vue offensif en tout cas. Et donc du coup Jérémy, Marco Asensio, qui on va dire qui est attendu comme peut-être l'homme providentiel de la fin de saison. Moi, je suis un petit peu plus mitigé que par rapport à ça parce que je me dis que il est revenu. Je suis très heureux de son retour, qu'il ait marqué, qu'il soit décisif. Mais on a l'impression que ça va peut-être précipiter sa phase de retour parce que quand même c'est quelqu'un qui a eu une très grave blessure et justement il faut qu'il continue à être sur le banc et qu'il récupère des minutes progressivement. Et est-ce que le fait d'avoir été décisif très vite, ça va pas le propulser titulaire trop rapidement selon toi? Moi, mon avis, c'était Marco Asensio, c'était plus je le voyais plus comme une recrue pour la saison prochaine, dans sorte que il revient d'une grosse blessure et ces derniers matchs de la fin de saison devaient lui servir de retrouver des sensations pour la saison prochaine. Donc là, qu'il est marqué, l'histoire est belle. Franchement, on était vraiment tous contents pour lui. Mais pour moi, c'est vraiment pour l'année prochaine qui comptera le plus, qui permet de retrouver ses sensations. Mais là, s'il continue comme ça, tant mieux, parce qu'il va permettre d'apporter un poids un peu plus important dans le secteur offensif qui est assez mitigé, on va dire, en termes de performance cette saison. Donc après, est-ce que Zidane, le connaissant, il va le titulariser directement des prochains matchs? Pas sûr, je pense pas. Mais je pense qu'il lui donnera quand même un peu plus de temps de jeu d'ici la fin de saison. En tout cas, je pense qu'il jouera à San Sébastien, c'est un match qui sera crucial, notamment dans la lutte pour la Ligue des Champions pour la Real Sociedad et surtout pour le titre pour le Real Madrid. Mais en tout cas, s'il y a bien un joueur qui, en attaque, est sûr de pouvoir jouer les matchs et qui peut jouer à peu près 90 minutes, c'est bien Karim Benzema. Et Karim Benzema, il va être, on va dire, le centre de la problématique qu'on va se poser aujourd'hui tous ensemble, c'est de parler de l'animation du jeu du Real Madrid avec Karim Benzema. C'est un joueur qui est indispensable, un doublé contre Valence et aussi des situations de jeu qui étaient plutôt intéressantes contre Eibar. Il est fondamental, il est incontournable, Jérémy. Ah oui, il est clairement incontournable dans l'équipe. C'est le meilleur buteur, encore une fois par rapport à la saison dernière, cette saison. Donc oui, c'est le fer de lance de toutes les actions offensives du Real Madrid, le leader d'attaque, que ce soit en termes de construction de jeu, finition et puis régalade comme c'était le cas hier soir, quoi. Oui, en plus doublé, en plus il dépasse Ferenc Puskás donc en termes de réalisation au Real, qui devient maintenant le 5e meilleur buteur de l'histoire du club, ce qui n'est pas négligeable, loin de là. Surtout après 11 ans au club. Je sais que Johan, lui, par rapport à Benzema, franchement, si tu me dis que Benzema, je suis dégoûté, là, tu vas commencer à nous faire des ennemis auprès de la communauté madridista, mais ça risque de chauffer. Alors, disons que Karim Benzema, le mec il commence par disons, tu vois. Non, plus sérieusement, Karim Benzema, je suis très très content de la saison qu'il fait actuellement, et hier il a encore montré l'attaquant de grande classe qu'il était. Après voilà, moi ce que j'ai toujours reproché à Benzema, c'est de ne pas être assez tueur, je pense, dans certains matchs. C'est ça que je lui ai surtout reproché, enfin depuis le départ de Cristiano Ronaldo, parce qu'il était totalement complémentaire avec Cristiano Ronaldo et puis le troisième attaquant qui jouait avec eux. Mais pour le coup, Benzema, là ce qu'il montre cette saison, c'est que c'est l'attaquant numéro 1 du Real Madrid. Je pense que même cette année, quand on voit le match qu'il a fait par exemple à Bernabéu contre le PSG, ça montre que Benzema est capable d'être le finisseur à ce niveau-là.
Malgré le fait que moi, comme j'ai toujours dit, je regrette un peu qu'il soit pas assez tueur, même si c'est vrai dans le jeu, intelligence de jeu, décalage, il prend vraiment tout le temps les bonnes décisions. Mais moi, c'est le côté tueur qui me manque un peu. Côté tueur, qu'avait Cristiano Ronaldo, qu'avait Raoul, qu'a eu Van Nistelrooy, etc. C'est ça que je regrette un peu par rapport à Benzema. Mais je suis très content de la saison qu'il est en train de faire, contrairement à ce que tu peux penser. Ah, bon, au moins, ça me rassure par rapport à ça. Mais franchement, moi, je pense également que, par exemple, un joueur comme Karim Benzema, si vous regardez bien les rencontres et les situations de jeu que nous sommes créés contre Eibar et aussi contre Valence, à partir du moment où il commence à jouer en une touche, puisque la plupart de nos joueurs jouent en 2 touches, voire 3 touches, ce qui est pour moi une hérésie complète, c'est à ce moment-là que il y a du déséquilibre dans la défense adverse, c'est que le Real arrive à se créer des occasions concrètes. Et moi, la définition du football qu'on l'on aime, Jérémy, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est le deuxième but qui est marqué contre Eibar, où c'est Ramos qui marque. Mais justement, le décalage que Benzema fait pour Hazard et Solé, après, c'est le caviar pour Ramos. Mais franchement, quel type de joueur peut faire ça? Et pourquoi, justement, le Real n'arrive pas à trouver suffisamment Karim Benzema dans ces zones-là et dans ces situations-là pour exprimer la plénitude de son talent? C'est vrai que Benzema, c'est un très très grand joueur. Franchement, c'est un de mes joueurs préférés. Mais on va dire que, à l'image de cette saison, Benzema, c'est le leader de l'équipe. Donc, à partir du moment où l'équipe adverse commence à lui priver de ballon, le jeu de l'équipe s'en ressent. Et on voit tout de suite après que l'équipe ne marque pas, quoi. Donc c'est ça le problème, c'est que le Real est beaucoup trop dépendant de l'état de forme de Benzema et de ses performances. Et, on l'a vu notamment en première période contre Valence, où Benzema n'arrivait pas forcément à avoir les ballons qu'il voulait face à un bloc défensif compact de Valence. Et le jeu de l'équipe s'en est ressenti. On passait par les côtés, on essayait de centrer, sauf que Benzema, c'est pas, comme l'a dit Johan, c'est pas un pur buteur, c'est pas un renard des surfaces comme peut l'être au sein de l'effectif Jovic ou Mariano en termes d'avant-centre. Donc clairement, si Benzema ne va pas, le Real ne va pas. C'est l'image qu'on a cette saison et c'est un peu problématique, notamment pour le match retour contre Manchester City, par exemple. Oui, effectivement. Et je sais qu'il y a quelque chose qui rend fou Johan, c'est que quand il voit Benzema dézonner sur le côté, au niveau de Hazard ou de Ferland Mendy dans cette zone-là, et qu'il voit personne dans la surface de réparation, ça me rend malade. Ça me rend malade. Je sais que tu dors pas par rapport à ça. Non, ça me rend malade. Mais justement, et ça, on l'a beaucoup vu, lors de la première mi-temps contre Valence, où il y avait peu de joueurs dans la surface, et on l'a beaucoup vu cette saison, et même sur la saison précédente, parce que Benzema ne peut pas tout faire, il peut pas faire le jeu, marquer les buts, donner les ballons, c'est pas Dieu le Père, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que moi, ce que je reproche à Zidane, c'est de ne pas tester sur la durée un système avec 2 attaquants, on va dire une pointe un peu plus, un pur buteur, et Benzema en soutien qui tourne autour, en fait. C'est ça. Et moi, je pense que ça peut marcher avec les ailiers rapides qu'on a. Après, c'est vrai que ça enlève un milieu de terrain parmi les 3 qui sont bons qu'on a, 3 voire 4. Mais moi, je reproche à Zidane justement de ne pas pouvoir tenter dans la durée ce système à 2 attaquants. Et croyez-moi, je pense que si Benzema joue avec un autre attaquant devant, il peut être encore beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que, comme on a dit, là, on se met le problème, c'est ça, c'est qui c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'attaquant qui a donné justement des satisfactions, des garanties pour jouer ce rôle de neuf. On a acheté Monsieur Jovic l'été dernier justement pour qu'il puisse être, donc moi on a dit que c'était plus un concurrent de Benzema au poste de numéro 9. Enfin, c'est ce que les gens ont pensé quand il allait signer. Mais pour moi quand Jovic signe, je me dis Benzema et Jovic devant, ça peut être terrible. Sachant que même si c'est vrai que j'avais quand même émis des réserves sur Jovic, parce que comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, une saison à Francfort pour moi, c'est une grosse saison à Francfort, pour moi ça te garantit, ça mérite pas qu'on puisse mettre autant d'argent et qu'on puisse les faire signer comme ça. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. Mais voilà, je pense qu'un système à 2 attaquants avec Benzema en soutien qui tourne autour d'un attaquant de pointe, ça peut être terrible. Mais bon, après, moi, voir.
J'allais proposer une dinguerie. Après, je dis. Vas-y, Que je pense. Hein. Après, voilà, là, je vais me tourner du côté de Jérémy par rapport à ça. C'est que, en fait, Benzema, s'il joue, par exemple, en pointe reculée un petit peu, comme ce que faisait Messi, par exemple, à Barcelone, au moment où il marquait 91 buts, etc., où il était un faux neuf. Ou sinon, comme Zlatan Ibrahimovic faisait aussi au Paris Saint-Germain, puisque que soit Ancelotti, où il prenait les ballons assez bas sur le terrain pour donner de la profondeur à des joueurs comme Vinicius, Hazard, qui avec la vitesse peuvent faire la différence, ou même dans une position où il peut être comme Raoul l'a été à une époque. Si vous regardez par exemple les compos des 2 finales de Ligue des Champions au 98 et 2000, il est derrière l'attaquant. Sanelka c'est ça. Et Mijatovic. Derrière Mijatovic, bien sûr. Pourquoi il ne pourrait pas faire ça, par exemple, pour servir, dans le meilleur des cas, des joueurs comme Jovic et Mariano, Jérémy? On veut tous ce système à 2 attaquants. Quand on voit entre guillemets, la faiblesse offensive du Real Madrid quand Benzema n'est pas en forme. Donc oui, on veut tous. Moi, personnellement, je voudrais aussi que Zidane teste une compo avec 2 attaquants. Après, si on regarde au sein de l'effectif, lors du recrutement de Jovic, personnellement, j'avais vu ces matchs à l'Eintracht Francfort. Je me disais, l'association peut être belle, ça peut être prometteur. Après, moi, j'ai plus quand même de tendance à mettre Mariano, qui prouve à chaque fois qu'il rentre, il a une hargne qui est nécessaire dans la surface, dans les derniers mètres. Et je pense qu'il devrait associer, surtout que Mariano, là, en termes de forme, il est mieux que Jovic, vu que Jovic est blessé, forcément. Donc je pense qu'il pourrait au moins essayer de le tester lors des prochains matchs, parce que ça peut être... faut aussi voir le match contre Manchester City. Si on met que Benzema, va falloir cravacher pour pouvoir marquer ces 2 buts nécessaires à la qualification. Donc je pense qu'il faut quand même tester Mariano en attaque. Quoi. Oui, parce que Mariano, en plus, c'est un animal, C'est un animal dans la surface. C'est ça. Moi, je me souviens, à Lyon, Mariano, bon, après, c'est le championnat de France. Mais quoique le championnat de France, quand même, je trouve que pour un attaquant, c'est beaucoup plus difficile le championnat de France qu'en Espagne. Je pense. On est au Real Madrid, Johan. Oui, on est au Real Madrid. Oui, mais regarde, comme j'ai dit, Mariano, je sais, mais Mariano, dans une surface de réparation, c'est un tueur. En fait, c'est un animal. Moi, c'est ça que j'ai aimé chez lui lors de la saison qu'il a faite à Lyon. Et je pense qu'avec la qualité des milieux de terrain que l'on a, si Mariano, on le met dans les bonnes dispositions et on attaque avec Benzema, même si c'est vrai que Mariano doit gagner en intelligence, je pense, en intelligence de jeu, mais pour moi, Mariano, il peut faire l'affaire. Il peut faire l'affaire, mais bon, attendons de voir ce que ça peut donner. Mais j'ai bien peur que Zidane ne le fasse pas confiance, en fait. Et ça m'agace. Mais en fait, c'est parce qu'il y a trop de choix quand même, peut-être, pour jouer autour de Benzema. Parce que si il veut jouer avec 2 pointes, et qu'il a déjà fait, puisque là, le 4-4-2 jeudi, c'était avec Hazard qui était en pointe. Bon, avec le succès que l'on connaît. ou sinon, quand il tente le coup, c'est quand Bale est apte, il tente, puisque Bale ne veut pas défendre, Benzema joue aux côtés de Bale. Donc du coup, à 2 pointes, vous faites là vous faites la fine bouche, mais on l'a déjà tenté. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas avec justement les joueurs qui sont sollicités? Et maintenant, sachant qu'on a l'embarras du choix en attaque. Notamment pour accompagner Benzema, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour que Benzema soit mis dans les meilleures conditions? Parce qu'on n'a pas forcément les joueurs. Là, Jovic et Mariano sont blessés. Là, est-ce que c'est maintenant, que faire avec Asensio, que faire avec Hazard, que faire avec Vinicius, que faire avec Gareth Bale, même s'il est blessé, que faire avec Isco, que faire avec James? Je posez-moi une solution qui permet de dire que voilà, d'ici la fin de la saison, on va être efficace devant le but. Moi, ce que je te propose, c'est quoi? C'est le sapin de Noël de Carlo Ancelotti. Avec Benzema en pointe. Derrière lui, tu mets Hazard et, je sais pas, Vinicius ou voilà, un joueur qui est capable justement de dynamiter les défenses. Les 3 milieux de terrain, tu peux mettre Modric ou non, Kroos ou non, Valverde ou non, Casemiro ou non. Tu choisis au niveau des 4. Moi, je pense que le sapin de Noël d'Ancelotti, qu'il a utilisé au Milan AC, si tu l'appliques au Real Madrid, je pense que ça peut être excellent. Ça peut être excellent pour moi. Après, bon, est-ce que Zidane aura justement la volonté de vouloir bouleverser sa tactique? Je pense que normalement, il pourrait le faire ou non, parce que je trouve qu'il tâtonne beaucoup tactiquement. Mais après, voilà, attendons de voir. Qu'est-ce qu'il pourrait faire Zidane justement pour rendre encore Benzema encore meilleur et meilleur ses coéquipiers surtout?
Comme j'ai dit, sapin de Noël, tu mets Benzema en pointe en faux neuf. Et derrière lui, tu mets Hazard. Moi, je voulais faire parler Jérémy. Toi, t'arrives encore une fois. Toi, tu Excuse-moi, Excuse-moi, Jérémy. Laisse les gens parler quand même. C'est quoi? Alors, Jérémy. Non, mais tout à l'heure, tu parlais, Gilles Christ, que Zidane avait mis Bale ou Hazard en attaque en accompagnement de Benzema. Mais c'est pas des purs avançants, donc du coup ça ne sert pas à grand chose. Ça va être deux joueurs très techniques quand tu mets Hazard et Benzema, et finalement il n'y aura personne dans la surface. C'est pour ça qu'il faut jouer avec deux attaquants purs, enfin dont un pur comme Mariano. Mais après là, par rapport à ce qu'on a dans l'effectif, Mariano est pas encore à 100%, on va dire, au niveau de la forme, parce qu'il a repris un peu l'entraînement. Mais moi je pense qu'il faudrait passer quand même toujours rester en 4-3-3, parce que je pense que Zidane ne va pas changer de schéma tactique d'ici la fin de saison. Je pense qu'il est très tatillon là-dessus et je pense qu'on ne peut pas s'attendre à une révolution tactique de sa part. Donc peut-être je pense qu'il va rester avec son 4-3-3 avec Hazard à gauche, Benzema dans l'axe et à droite à la balance avec Bale et Asensio, parce qu'il peut mettre Vinicius, mais Vinicius à droite, ça, on va dire, en étant gentil, c'est un peu catastrophique. Il apporte la vitesse qui parfois nous manque. Hein. Oui, il apporte de la vitesse, contrairement si on compare avec Gareth Bale, notamment sur les derniers matchs. Mais après, on veut dire, si on regarde ce schéma tactique-là, il n'y a aucun pur finisseur. Je veux dire, pas à part sur les ailes, mais finalement, il n'y a aucun pur finisseur. Donc, c'est-à-dire que Benzema va partir sur le côté gauche pour aller combiner avec Hazard. Et dans l'axe, il restera quelquefois peut-être Vinicius, si on fait jouer à droite, ou Gareth Bale, et c'est pas avec ça qu'on risque de marquer, je pense. Donc, on l'a vu encore contre Valence, que Benzema a tendance à partir sur le côté gauche à chaque fois pour combiner avec Hazard. Ouais, c'est effectivement, après, c'est la connexion peut-être qui est privilégiée à l'entraînement, entre les deux, de la connexion aussi technique qu'il peut y avoir. Mais maintenant, la question que l'on peut se poser on va finir tranquillement ce podcast. Quand vous regardez justement donc les deux matchs qui arrivent, qui se profilent contre la Real Sociedad, qui est encore à la lutte, qui n'est qu'à 4 points de la troisième place, qui peut être qualificatif pour la Ligue des Champions, et donc aussi de la quatrième place, ils sont qu'à 2 points. C'est une des belles équipes de cette Liga de 2019-2020. Et aussi le match contre Mallorca qui est mal classé, qui est 18e et qui va jouer pour sa survie. Vous voyez les choses comment, puisque là, l'infirmerie commence à se remplir, déjà un peu trop rapidement avec des blessures musculaires. Quelles sont les perspectives que vous voyez par rapport à ces deux matchs qui arrivent d'ici la semaine prochaine? Jérémy, vas-y, je te laisse. Là tu boudes, Yohan, c'est ça. Non, j'ai coupé la parole tout à l'heure, donc je te laisse, Jérémy, vas-y. Non, je pense que sur le prochain match, je pense pas que Zidane va reconduire son 4-4-2, parce que ça voudrait dire qu'il ferait jouer Valverde à droite, et ça a été un peu catastrophique, entre guillemets, en étant gentil, avec sur le côté. Donc je pense qu'il va repasser en 4-3-3 avec Benzema, Hazard, et il va mettre sans doute, je pense, au prochain match, il va peut-être remettre Rodrigo, qu'il a laissé au repos lors du dernier match. Donc je pense qu'il va le faire jouer ou Bale, mais je pense pas qu'il va faire jouer Bale. Je crois qu'il va plutôt mettre peut-être Rodrigo à droite, et il va reconduire son 4-3-3. Après pour Mallorca, je pense que peut-être qu'après il va changer en fonction du résultat de la Real Sociedad, et surtout en fonction des blessés, parce qu'on remarque à chaque fois entre les matchs, le Real Madrid a des blessés, donc on n'est pas à l'abri d'une catastrophe encore à ce niveau-là. Donc. Non, c'est clair. Et là, justement, on aura peut-être l'occasion de rentrer encore plus en profondeur sur Zidane et ses méthodes, pour Yohan, qui va se faire un plaisir d'être un pourfendeur des tactiques de Zidane. Mais Yohan, par exemple... On va me prendre pour un bourreau dans cette émission. Ça en tout cas, tu as très bien trouvé ton rôle dans cette émission, et je t'en remercie, puisque là, tu me délaisses du bon rôle dans cette émission pour prendre le rôle du procureur. Mais pour revenir justement, monsieur le procureur, sur les deux matchs qui vont arriver, je sais que par exemple, tu es un peu frustré de voir Rodrigo qui est incapable de faire des différences en 1 contre 1, de voir que Hazard... honnêtement, je vois même pas une qualité
spécial qu'il a, Rodrigo, mais bon, bref. C'est vrai, mais c'est vrai. Jérémy, t'en penses... Excuse-moi, là, on va faire du hors-sujet, mais Jérémy, Rodrigo, sérieusement, en bref, t'en penses quoi? Moi, par rapport à ce que j'avais vu de ses performances au Brésil, j'avais plus d'espoir en Rodrigo qu'en Vinicius lorsqu'il est arrivé au Real Madrid. Et son début de saison à Rodrigo m'a un peu convaincu dans ce domaine, mais depuis, on va dire qu'il marque le pas, il prend plus aucun risque sur le côté. Et en fait, c'est un ailier, mais il débande jamais. Donc, je pense on est vraiment déçu. Enfin, moi, je suis déçu de ses performances, quoi. C'est ça, c'est un ailier, on ne voit jamais déborder. Il fait une passe en retrait. On fera le procès des Brésiliens du Real Madrid dans un autre épisode, je vous le garantis. Mais en attendant, en plus, je voulais parler aussi de Hazard qui, justement, n'arrive même pas à faire la différence sur un Eliakim Mangala, j'allais dire, en bout de course à Valence. Bon, voilà, on va pas revenir dessus. Mais comment toi, tu vois justement donc, le jeu d'attaque du Real dans les 2 prochains matchs? Là, maintenant, mets-toi pas dans la tête de Johan, mets-toi dans la tête de Zinedine Zidane. Franchement, après, connaissant Zinedine Zidane, je pense qu'il va reconduire une tactique semblable à ce qu'il a fait contre Valence, parce qu'on a gagné 3-0, je pense, et je pense qu'il va s'appuyer du fait qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps pour s'appuyer sur cette deuxième mi-temps-là. Mais honnêtement, j'espère me tromper, mais le match contre la Real Sociedad, je le sens, mais pas du tout, parce que la Real Sociedad, après, peut-être l'effet confinement, l'effet que ça joue à huis clos, peut-être que ça va changer quelque chose, mais la Real Sociedad, cette année, ça a été très, 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 très difficile à les battre. Et je pense que ce soit Alexander Isak, Martin Odegaard, etc., je pense que ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile de les battre. J'espère qu'on les battra, mais honnêtement, je le sens pas. Donc, on verra. Voilà, en plus que j'espère que Séville fera le boulot ce soir contre le Barça. Ouais, mais voilà, donc toujours sur les inquiétudes de Yann que l'on va bientôt se séparer. Effectivement, on va aussi parler un petit peu d'Odegaard et des jeunes dans des prochains épisodes, puisque c'est vrai que le Real Madrid a du réservoir et peut-être que les solutions que l'on va voir justement par rapport au milieu de terrain et par rapport à l'attaque va venir de là. Ben messieurs, je vais vous remercier par rapport à cet épisode et aussi par rapport à vos analyses assez tranchées qui vont un petit peu détonner par rapport à la communauté madridista qui sévit sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie tous les deux et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Jérémy, tu reviens quand tu veux avec Passion Madrid France et on pas de souci. Et on espère avec grand plaisir, Jérémy, avec un grand plaisir. On va encore débattre sur Rodrigo si tu veux, Johan. T'inquiète. Enfin, lui, il veut pas se débattre sur Rodrigo, il veut se battre avec Rodrigo. C'est pas pareil. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode et on se retrouve très vite. Et à la Madrid.